Nous allons nous intéresser à vos revenus complémentaires, des revenus complémentaires qui peuvent être issus de la vente de certains produits sur des plateformes en ligne comme eBay, Vinted ou encore Le Bon Coin, ou parfois de la location d'un logement saisonnier ou de covoiturage. Il y a également d'autres revenus complémentaires que nous évoquerons durant l'émission. Ces revenus complémentaires génèrent une rémunération ou en tout cas un gain d'argent. Est-ce qu'il faut le déclarer ? Comment faut-il le déclarer et comment l'administration fiscale considère-t-elle ces rémunérations? Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine deux experts pour nous répondre. Céline Granier, tout d'abord, avocate fiscaliste. Bonjour Céline Granier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine et avec vous également pour répondre à cette question, Mickaël Fontaine. Bonjour Mickaël Fontaine. Bonjour. Expert comptable et vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Alors, vaste question, il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui numériques qui proposent d'avoir beaucoup de revenus complémentaires. Alors, c'est parfois des revenus complémentaires, parfois c'est un partage de coûts, comme dans le cas du covoiturage. On va peut-être commencer avec vous, Céline Granier. Il y a une réglementation qui s'applique sur ces revenus complémentaires. Depuis 2020, les plateformes qui permettent aux gens de percevoir ces rémunérations ou en tout cas de proposer leurs services ou, j'allais dire leurs produits, mais en tout cas les objets qu'ils ont chez eux et qu'ils veulent revendre, les plateformes doivent adresser, donc le 31 janvier de chaque année, à l'administration fiscale la liste des utilisateurs. C'est ça, pas forcément des transactions, mais au moins des utilisateurs. Alors oui, ils ont l'obligation d'adresser depuis 2020 un récapitulatif en fait, des recettes brutes annuelles par plateforme, par utilisateur. D'accord. Et si elles dépassent le montant de 3 000 € et 20 transactions par an. Ça veut dire que si moi, Nicolas Pagnès, je fais 4 ventes sur Le Bon Coin, prenons cette plateforme sur l'année 2022, l'administration fiscale aura cette information avant même que moi je la mette sur ma déclaration. Oui, c'est une information en fait que c'est depuis les lois de 2018 pour lutter contre la fraude fiscale. En fait, les plateformes ont l'obligation de transmettre ces informations. Et vous aurez la surprise, surtout cette année, d'avoir, quand vous ferez votre déclaration d'impôt, le montant qui va s'afficher et qui sera préinscrit. Préinscrit. Je vous vois regarder Mickaël Fontaine en disant cela. Donc, Mickaël, on aura le montant directement déjà sur la déclaration d'impôt, même si on ne se souvient plus qu'on a vendu la lampe de la grand-mère en début d'année, par exemple. Sous réserve que ça dépasse 3 000 € ou 20 transactions dans l'année. D'accord, il y a un seuil quand même. Il y a deux seuils. Il y a deux seuils. Donc, vous pouvez avoir 20 transactions l'année, 400 € qui va s'afficher. Vous serez en dessous des 3 000 €, mais vous aurez 400 €. D'accord. Vous avez changé votre garde-robe, vous avez vendu toutes vos affaires sur un site connu, vous avez plus de 20 transactions. L'administration a l'information et vous, sur votre déclaration d'impôt, lorsque vous vous connectez, il y a le montant qui s'affiche. D'accord. Mais ce n'est pas forcément imposable. C'est l'information. D'accord. C'est pas parce que vous avez fait plus de 20 transactions que vous allez payer des impôts sur ces 20 transactions. Tout à fait. D'accord. Donc ça, c'est important. Et vous avez bien évoqué en début d'émission la différence entre rémunération complémentaire et partage de frais ou de coûts. Donc on verra au cours de l'émission qu'il faut bien distinguer ces revenus complémentaires qui vont, dans la plupart des cas, être soumis à imposition, et puis les partages de frais ou la vente de biens d'occasion occasionnels, bien sûr, qui vont être normalement exonérés. Mais alors, donc du coup, si je reviens juste sur les seuils, si je vends 25 articles, mais que je suis en dessous de 3 000 € de revenus, ou en tout cas de 3 000 € encaissés, je ne suis pas imposé? Non, c'est que ça ne va pas remonter au niveau de votre déclaration. D'accord, mais je peux quand même être imposé. Voilà, il faut ensuite analyser. Il faut regarder si vos revenus, vos recettes rentrent dans les critères d'imposition ou pas. Et alors justement, on va peut-être rentrer dans les critères parce que je pensais que c'était simple, il y avait un seuil. Non, c'est un peu plus complexe que ça, Céline Granier. C'est-à-dire qu'en fait, je peux être imposé sur des rémunérations, même à partir de 500 €. Tout dépend de la nature même de ce que j'ai encaissé. Et alors, qu'est-ce qui va différencier? Alors, partage de frais, par exemple, si je prends l'exemple du covoiturage, c'est assez simple. Mais il y a quand même là des règles à respecter. C'est-à-dire que je ne peux pas... Il faut, en fait, j'imagine qu'il faut faire la différence entre activité professionnelle qui viendrait concurrencer un taxi, par exemple, et partage de frais où moi-même je suis tributaire finalement, où je paye également une partie. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, le but, c'est de lutter contre la concurrence déloyale. Donc, une personne en fait qui va se contenter, on va dire, pour son trajet domicile-travail, donc pour un usage personnel, de dire à des collègues de venir avec lui dans sa voiture, qui va respecter le barème kilométrique. D'accord.
et qui va ensuite faire un strict partage des frais sans se faire de gain, dans ce cas-là, il n'aura pas à déclarer le montant qui lui revient. Là, il n'y aura pas de déclaration du tout. C'est pas qu'il n'y a pas d'imposition, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de déclaration. Non. Et alors ça, vous parliez d'un trajet domicile-travail, mais ça peut être un trajet vacances. En fait, si je comprends bien, il faut qu'il y ait un trajet qui soit d'abord un trajet personnel et ensuite on fait venir d'autres gens dans cette même voiture pour effectuer le trajet. Oui, tout à fait. Et là, je vais vous passer la c'est Mickaël qui va répondre, très bien. Non, effectivement, vous avez raison, il faut que ce soit un trajet pour son propre compte. C'est ça. Donc attention au trajet professionnel. D'accord. Si votre employeur vous envoie en déplacement et que c'est un trajet professionnel, attention au covoiturage parce que vous risquez de sortir des critères. Il faut que ce soit personnel, d'accord. Oui, exactement. Après, le trajet domicile-travail. Donc effectivement, ça peut être l'occasion de faire du covoiturage, de partager les frais. Les 3 critères ont bien été évoqués. Respect du barème. Pas plus, donc il ne faut pas facturer 1 € le kilomètre, ou partager sur la base d'1 €. Il faut bien que le conducteur propriétaire du véhicule garde une quote-part partie. Et attention, c'est-à-dire que la tentation pourrait être de se dire j'ai plus de 40 km de trajet le matin et le soir, je vais déduire mes frais réels. Et puis de l'autre côté, je vais partager les frais. Non, si vous faites du covoiturage et que vous souhaitez quand même déduire en frais réels vos kilomètres, il faudra enlever la quote-part de frais que vous avez facturé aux autres. Exactement. Oui. D'accord. Oui. Donc voilà, c'est des petites subtilités qu'il faut quand même signaler aux utilisateurs. Oui, sachant que l'entreprise ensuite envoie ces informations à l'administration fiscale et la plateforme que vous utilisez, sans la citer, même si on imagine bien celle que vous utilisez, envoie également elle aussi ces informations. D'accord. Exactement. Et donc c'est important d'insister sur le respect de ces 3 critères parce que le non-respect d'un critère vous fait basculer dans le champ de la taxation, avec le régime BIC ou mini-réel ou réel. D'accord. Mais au-delà de ça, vous fait basculer dans la réglementation du transport de personnes. Oui. Donc les conséquences sont fiscales, mais également sur d'autres... Vous devenez professionnel sans le savoir. Exactement. D'accord. Voilà. Oui, Céline. Je voudrais rajouter le point sur les 10% d'augmentation du barème kilométrique, qui est une mesure qui s'applique, très récente, qui s'applique dans le cadre de la déclaration des revenus 2021 que l'on est en train de faire en ce moment. Donc il y a eu une majoration de 10% par rapport à ce qui existait avant. Du barème kilométrique, c'est-à-dire le choix pour un salarié entre la déduction forfaitaire de 10% sur son salaire de 20 000, 2 000 euros, ou s'il a beaucoup de frais kilométriques, il fait du covoiturage, etc. Ça peut passer dans le cadre de l'option pour ce qu'on appelle les frais réels. Et dans le cadre du calcul, il y a une majoration de 10% du barème kilométrique. Et alors, si jamais on a déduit quand même la quote-part de ceux qui font les trajets avec nous tous les matins, est-ce que ça veut dire que du coup, il est plus intéressant d'aller aux frais réels puisque finalement les montants sont plus réduits ou je vous vois sourire. C'est un arbitrage pour chacun. Exactement. Faut faire le calcul. Oui. Voilà. Oui, il faut toujours faire le calcul. Il faut toujours faire le calcul et voir si vous êtes effectivement encore dans un avantage entre guillemets à passer aux frais réels, quand bien même vous partagez les frais. Et si, parce qu'effectivement on voit par exemple les prix du carburant augmenter fortement actuellement, est-ce que ça a un impact aussi sur, pareil, il faut faire le calcul ou ça peut avoir un impact sur ces non-rémunération, mais ce partage de frais, finalement? Oui, tout à fait, parce que le barème kilométrique est calculé à partir des chevaux fiscaux des véhicules, à partir de la distance parcourue. Après, c'est quand même très compliqué. Mais vraiment, là, il faut faire une simulation. Et l'administration fiscale, elle a la possibilité d'aller vérifier ensuite les distances parcourues, le fait que c'est bien de trajet domicile-travail. Oui, c'est de vérifier tous ces éléments. Oui, il faut garder ces tickets de péage, de carburant. À partir du moment où vous passez aux frais réels, il faut garder tous les justificatifs. Alors, je vous propose de revenir. Alors, effectivement, il y a la vente de biens que l'on a chez soi, effectivement. Donc là, on a bien compris qu'il y avait 2 seuils à respecter. Là, on parle, est-ce qu'il y a aussi un sujet de vente de biens
personnels qui nous appartiennent, qui sont forcément de la seconde main, et où là, ça resterait dans le cadre de personnel, ou si jamais on veut faire son activité de revenus complémentaires, de biens achetés à un endroit, revendus à un autre endroit, mais qu'on reste en dessous de 20 par an et de 3 000 euros, est-ce que là, ça reste dans les mêmes cases ou on devient professionnel sans le savoir, comme lorsqu'on fait du transport de personnes? Céline Granier, peut-être. Ouais. À partir du moment, en fait, où quelqu'un va être considéré comme professionnel, c'est-à-dire que, je sais pas, on va dire un brocanteur en ligne, sur un site, il y en a beaucoup qui achètent et pour revendre. Là, il est véritablement dans une activité professionnelle. Donc, il doit déclarer en bénéfices industriels et commerciaux, et il est soit au micro-BIC, ce que vous disiez tout à l'heure, soit il passe au réel. Voilà, donc là, on est réellement, le critère, c'est l'activité professionnelle. L'achat pour revente, on est un professionnel, donc on est imposé. Donc, je suis passionné de brocante, je vais tous les dimanches dans des brocantes et je trouve des pépites et je me dis, tiens, j'ai pas de place chez moi, mais je vais peut-être les revendre à d'autres. Je deviens professionnel automatiquement. D'accord. Oui. C'est possible. C'est possible. Tout à fait. Et attention, si vous fabriquez également vos produits. D'accord. Okay. Si je revends mes savons, par exemple. Vous fabriquez vos savons, vous les revendez, donc vous allez basculer dans une activité commerciale. D'accord. Et auquel cas, vous serez au BIC, donc soit micro-BIC, soit régime réel, l'arbitrage. Donc ça, c'est très important d'avoir cette distinction. En revanche, vous videz la maison de votre grand-tante en Bretagne, vous avez plein d'objets et vous n'avez pas tout emmené à la déchetterie, vous vendez ces biens. Là, pour le coup, ça reste occasionnel, accessoire, et vous sortirez du cadre du champ d'imposition. D'accord, ok. Donc il faut vraiment faire sous réserve, parlait tout à l'heure avant l'émission, il y a un seuil, il faut donc pas que les biens soient d'une valeur individuelle supérieure à 5 000 euros. Donc ça, chaque bien doit être d'une valeur inférieure à 5 000 euros. Voilà. D'accord. Après, il y a des particularités sur les voitures, etc. Ça, c'est première chose. Et deuxième chose, il ne faut pas que ce soit des bijoux, des objets de collection ou encore des pierres précieuses, etc. Donc là, vous rentrez dans une autre réglementation. Oui, justement, j'allais vous poser la question. Effectivement, on voit parfois des successions qui se vendent aux enchères. Donc là, effectivement, on aurait pu imaginer qu'on aurait pu les vendre sur un site en ligne ou d'enchères ou autre. Non, là, il y a une réglementation spécifique au-delà d'un certain montant ou au-delà du caractère extraordinaire ou rare de l'objet en question. Oui, parce qu'il y a un formulaire dédié à remplir avec une imposition particulière. Voilà, on n'est pas dans des biens lambda. Dans des biens classiques, effectivement, qu'on voit sur des plateformes. Une dernière question, peut-être pour vous d'abord, Céline Granier. On a parlé d'encaissement, on a parlé de partage de frais. Il y a un sujet que j'aimerais traiter aussi, c'est celui des services qu'on peut se rendre les uns les autres. Un cours de mathématiques donné à un voisin, du bricolage pour la personne dans la rue d'à côté ou autre. Il y a des plateformes qui proposent ça aujourd'hui, il y a des plateformes de mise en relation. On propose son logement aussi, on n'en a pas parlé, à des touristes, même si on sait que c'est très réglementé aujourd'hui. Là aussi, il faut faire très attention. Alors un mot d'abord sur les voisins et ensuite on finira sur le logement. Alors pour tout ce qui est les prestations de services que l'on va rendre, moi je prends traditionnellement l'exemple des cours de yoga. Bien sûr. On va trouver, là on doit déclarer normalement parce que c'est des prestations de services qui sont rendues. Donc là on n'est plus dans les bénéfices industriels et commerciaux, on est dans les bénéfices non commerciaux, donc on change de catégorie. Et c'est toujours pareil, micro, soit vous appliquez un abattement, soit réel. Là vous faites appel à un expert comptable. D'accord, donc là, on est professionnel. Oui. Et même si j'ai juste rendu service une fois pour un cours de mathématiques. Alors, théoriquement, vous devez déclarer dès que vous avez ce type de prestation. D'accord. Régulière. Donc, faire cette déclaration, et il y a un abattement, on va dire, il y a 305 euros, et c'est le seuil, c'est-à-dire qu'en dessous de 305 euros, vous ne serez pas imposable. Mais vous devez les déclarer. Voilà, attention. C'est-à-dire que là, c'est une prestation, donc on n'est plus, et c'était important de préciser entre les revenus et les ventes ou partage de frais. Là, vous vendez une prestation. D'accord. Donc effectivement, c'est du BNC, et là, automatiquement, elle doit être déclarée. Et après, il y a un seuil d'imposition jusqu'à 305 euros. Il n'y aura pas d'imposition. Au-delà, il y aura un système d'imposition. Merci beaucoup. On n'aura pas le temps de traiter la location de son appartement ou de sa maison en location saisonnière, mais c'est un peu ce qui nous a donné l'idée de l'émission, puisque c'est le sujet le plus réglementé, ou en tout cas le plus médiatisé sur ces revenus complémentaires. Merci Michael Fontaine, expert comptable et vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Merci Céline Granier, avocate fiscaliste.